Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui sont nouvelles plutôt. En fait, je voulais compléter la partie de ma vidéo précédente où je parlais en fait de certaines choses qui, à mon avis, que j'ai vécu et que je pourrais aussi, que je voulais partager avec vous, qui pourra peut-être aider quelqu'un, dans les recherches. Et enfin, le titre était en fait que comment préparer un entretien ou une interview. L'entretien, c'est très important quand on veut obtenir un boulot, ok? Et donc j'avais pas terminé une partie et je me suis souvenu ça plus tard qu'il fallait quand même que je mentionne une chose, c'est que quand vous allez à un entretien, vous ne mendiez pas du boulot. Vous n'êtes pas un mendiant, vous venez, comment dire, proposer vos skills, comme en anglais, vos habilités. Vous venez proposer vos qualités, vos expériences et votre expérience, etc. En ce qui concerne le domaine professionnel, bien sûr. Mais vous n'êtes pas mendiant. Donc, n'ayez pas l'attitude d'un mendiant. Alors, je vous avais dit une chose, c'est que après l'entretien en général, il est bon de pouvoir donner une lettre de remerciement. Envoyer une lettre de remerciement, que ce soit par email ou bien par la poste, au moins être sûr que la personne avec qui vous avez fait l'entretien reçoive une lettre de remerciement. Ça permet d'une manière à ne pas être oublié, à vous démarquer peut-être des autres, parce que les gens ont tendance souvent à oublier d'envoyer une lettre de remerciement pour avoir eu l'occasion d'avoir eu l'entretien et d'avoir été considéré parmi les candidats possibles, les candidats voilà, recrutés, quelque chose comme ça. Et ça permet en fait qu'on ne vous oublie pas dans le truc, donc dans la position en question. Donc ne venez pas comme quelqu'un qui vient gratter la tête du genre qui vient mendier. Vous ne mendiez pas, vous êtes venu pour donner, vous êtes là pour donner en fait votre contribution à la compagnie, et vous êtes aussi là pour donner vos skills, donc vos habilités, vos capacités, vos qualités, etc. pour faire grandir la compagnie. Donc positionnez-vous comme du genre win-win, du genre oui, je suis là et je suis là, je vous demande l'emploi, je vous offre aussi quelque part mes qualités, en quelque sorte mes habilités, mais en même temps aussi vous gagnez et je dois aussi gagner. Parfois j'ai constaté une chose, c'est que dans vos CV, en fait, parfois on a tendance à écrire de longs CV, ce qui n'est pas toujours bon, parce qu'en fait quand le CV est long, plus il est long, à ce que j'ai remarqué quand on lisait les CV en général, plus ils étaient longs, plus ils étaient ennuyeux. Donc essayez d'être précis et concis, pas trop long non plus, mais être sûr que votre message est clair, vos qualités sont bien comment dire, données, mais aussi soyez concis et précis, voilà ce que je voulais dire. Et puis ce que j'ai fait, le constat que j'ai fait pendant les stages et pendant que je travaillais aux côtés des personnes, ici notamment, c'est que j'ai vu bon, ils utilisent parfois ce qu'on appelle, pas parfois, ils utilisent maintenant des softwares. Je ne sais pas si c'est le cas partout ailleurs, mais par exemple ici, ils prennent des softwares et des softwares qui en fait qu'ils installent dans leur truc, dans leur ordinateur, qui en fait permet de pouvoir sélectionner les candidats par leur résumé. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qu'ils veulent voir dans les CV. Si ces mots-clés ne sont pas dedans, alors du coup, vous êtes quelque peu disqualifié. Chose que je n'ai pas vraiment appréciée, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas bien expliquer leurs qualités, leur habilité, leurs expériences, et puis du coup tu te retrouves en fait disqualifié juste parce que tu n'as pas pu bien exprimer cela, et parce que le software juste clique et clique et clique et clique, et puis du coup il y a des mots clés que tu n'as pas dedans, et puis tu te retrouves en fait hors de la liste, dans la boîte
à machin. Les expériences, c'est quelque chose en général de fondamental, mais ce que je trouvais très hypocrite en partie, c'est le fait que les recruteurs, ou alors les gens qui font les entretiens, etc., donc les gens qui font dans les ressources humaines, etc., on a comme l'impression en fait qu'ils veulent que les gens, à peine sortis d'école, aient déjà de l'expérience, ce qui est une chose impossible. Donc, à moins que tu fasses des stages, parce que le stage est un must, ou alors si tu n'as pas eu de stage, sois au moins volontaire quelque part dans ce que tu veux faire. Et non seulement le stage et le volontariat te permettent de pouvoir connaître ce que tu as appris, d'appliquer cela, et de savoir si c'est vraiment ce que tu veux vraiment faire pour toute ta vie. Donc, c'est ça l'avantage des stages. Il y a des stages qu'on ne rémunère pas. Parfois, il y a des sacrifices qu'on doit faire qui permettent de pouvoir avoir un plus, quoi. Donc, parfois, la seule expérience professionnelle qu'on peut avoir parfois, que vous pouvez avoir parfois, ce sont des stages, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas négligeable. Mais quand parfois on vous demande, parfois ils vous demandent des questions du genre, faites parlez-moi de votre expérience par rapport en fait à ce que vous avez postulé pour. Disons par exemple, tu postules pour les ressources humaines par exemple, tu peux être assistant aux ressources humaines, je dis par exemple, et tu dois avoir fait des recherches aussi. C'est vrai que tu as appris ça à l'école, mais il y a des trucs que tu dois aussi au moins te cultiver, en fait t'informer. Et c'est important de partir comme quelqu'un qui est déjà, comme on dit en mots standard, armé jusqu'aux dents, enfin pas au sens propre, mais au sens figuré. Et donc quand tu sais que tu as appris par exemple de la gestion des ressources humaines et que tu sais ce que tu dois être en même de faire, parce qu'il y a des exemples qu'on vous donne à l'école, il y a des explications qu'on vous donne à l'école, tu connais en fait ce que c'est. Ou alors parfois des professeurs en général, elles vous donnent, parce que par notre prof a été elle-même à l'époque une ressource humaine manager, donc elle donnait des exemples concrets. Inspire-toi de ça, en fait rappelle-toi de des exemples qu'elle donnait de ce genre, pour pouvoir en fait te préparer en conséquence. Et donc parfois quand tu n'as pas d'expérience professionnelle, comme on dit, inspire-toi des projets ou des travaux de groupe que tu as fait avec tes camarades de classe. Par exemple, dans les ressources humaines, ce qu'on attend d'une personne, c'est la capacité de gérer un personnel, de gérer des personnes avec différents backgrounds, différentes émotions par exemple, ou alors on demande d'être capable de pouvoir gérer le time management, le conflict management, donc comment gérer les conflits au sein dans le personnel, entre des employés, etc. Il faut savoir certaines choses comme ça. Donc tu peux déjà te dire par exemple que, tu peux donner un exemple du genre que oui, quand j'étais à l'université par exemple, on avait des exercices, on avait des trucs, des projets qu'on faisait ensemble, et parfois j'étais leader dans le groupe. On m'avait assigné la responsabilité de prendre le groupe en charge. Donc, avec mes camarades de classe, par exemple, j'apprenais à comment gérer le temps, à gérer leurs émotions, leurs humeurs, gérer aussi le fait qu'il y avait des conflits entre nous, gérer que le temps et être en même de pouvoir écouter mes camarades de classe et ensuite être en même de pouvoir comment dire, pouvoir donner le projet à temps, à la date échéante et avec de bons résultats, être en même de pouvoir préparer chacun de nous. En fait, tu donnes des exemples de ce genre, juste des exemples simples que je donne en fait. Ou alors, si tu n'as vraiment pas de souvenirs, je ne sais pas, ce qui est quand même rare, tu peux donner des exemples de la vie commune, du genre ce que tu as vécu. Disons par exemple, tu dis j'ai des frères et sœurs, et j'ai des frères et sœurs, chacun le caractère qu'ils ont différent et tout ça, et que moi en temps normal, en général, quand les parents n'étaient pas en même de s'occuper d'eux, moi je devais gérer comment dire, l'environnement, leurs besoins, être sûr que tout se passait bien, et quand il y avait des conflits entre eux, ben je savais être celui qui pouvait gérer, qui pouvait aussi
modérer, être comme un médiateur entre eux pour résoudre les conflits, etc. Et ça m'a demandé beaucoup de patience, une chose qui est quand même assez commune dans les ressources humaines, c'est de pouvoir être en même, de pouvoir reconnaître ses capacités et tout ça. Juste des exemples simples, n'est-ce pas? Voilà. Il y a l'aspect de pouvoir, comme on dit parfois, quand on cherche l'emploi, il y a beaucoup de choses. Ça, c'était une petite parenthèse que je vais vite donner rapidement, que je vais juste partager avec vous rapidement. C'est la réalité que quand on sort de l'école, on a souvent tendance à croire que quand on sort de l'école, les portes nous seront ouvertes directement. C'est pas vrai. Ça, je l'ai expérimenté moi-même. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. En général, la réalité est que ça passe de bouche à oreille, pardon. Excusez-moi, je perds des mots vraiment en français. Ça passe de bouche à oreille. Disons par exemple, tu connais quelqu'un. Cette personne, par exemple, tu dois garder tes contacts. Tu donnes un conseil à ceux qui finissent à peine de l'école, par exemple. Tu dois être en même d'avoir gardé des contacts avec tes camarades de classe. C'est très important. Et d'avoir un compte profil professionnel dans LinkedIn. Parce que Facebook ne sera pas forcément approprié pour ça, mais bon, ça peut être aussi un plus, tu ne sais pas. Et des contacts, garde bien des contacts avec les gens du genre, au moins dis-leur bonjour en passant, parce que tu ne sais pas pourquoi. La vie est telle que, bon, tu ne sais pas qui pourra être en même de te donner des informations sur un truc. Et si tu connais quelqu'un, je connais quelqu'un d'autre et tout ça, en général, on demande toujours à quelqu'un qui connaît quelqu'un, est-ce que dans ta compagnie, il y a des ouvertures d'emploi et tout ça? Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce qu'il y a des offres en ce moment? La personne te dira parfois oui si elle sait, ou parfois non, ou elle te dira simplement écoute, je vais demander à telle personne, ou etc. etc. Alors, quand vous regardez le système des réseaux sociaux en général, c'est quelqu'un, tu es ami à quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc tu les ajoutes, et c'est exactement ça dans LinkedIn. Donc, quelqu'un connaît quelqu'un, quelqu'un connaît quelqu'un, quelqu'un. Donc, ce quelqu'un qui connaît quelqu'un peut connaître une information et tu ne sais jamais. Cherche aussi des recruteurs. Il y a des gens qui recrutent souvent. Tu fais des recherches et puis va dans parfois tu peux aller dans le website de la compagnie. Parfois, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'offre d'emploi à ce moment. Ben, tu recommences, tu refais quoi. Ce que j'ai constaté en général, c'est que quand ils postent les offres d'emploi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, ils postent d'abord au sein des employés dans la compagnie. Alors, les employés, eux, dans la compagnie, sont souvent au courant, en général, à moins que la personne soit vraiment indifférente, sont souvent au courant des ouvertures, des offres qu'il y a dans leur compagnie. Ces gens-là sont en même, par exemple, que si tu connais un d'entre eux, ou une d'entre elles, pardon, qui pourront parfois vous indiquer qu'il y a une ouverture d'emploi. Parfois, donc, quand les gens dans la compagnie ne sont pas intéressés, par exemple, ou bien personne n'a pu, ou bien quelques-uns ont peut-être pu postuler, après ça, s'ils ont trouvé le good match, ben, parfois ils ne donnent pas plus. Mais en général, ils commencent par la compagnie et ensuite, s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils iront, ça sera posté pour des personnes à l'extérieur, donc d'autres qui sont des potentiels candidats qui viennent de l'extérieur. Et donc, à ce moment, je me dis, quand tu viens à l'entretien, ne sois pas arrogant, mais sois sûr quand même que tu aies de bonnes questions, de très bonnes questions, et être sûr que quand tu vas travailler avec ces compagnies, que tu aies une carrière, si carrière tu aspires à. Si par exemple tu as des questions du genre par rapport aux bénéfices, il faut savoir quels sont les avantages que tu auras dans cette compagnie. Parce que les avantages, tu les négocieras plus. Si tu es embauché, il sera difficile de négocier un peu plus. Donc parfois, quand tu sais que tu es en position de force, qu'ils ont vraiment besoin de tes skills, de tes habilités, de tes capacités, etc., essaie de pousser un peu plus dans les avantages et dans le salaire, par exemple. Si tu vois que tu as poussé un peu trop, tu peux voir à peu près dans le comportement de la personne à qui tu parles. Mais en général, c'est dès les débuts qu'il faut déjà commencer à demander les avantages et pousser un peu plus. Sinon,
en général, quand les compagnies n'ont pas, quand il n'y a pas vraiment une forte demande, quand il n'y a pas vraiment un fort besoin d'embauche, et que vous êtes dans le besoin d'avoir un boulot, et que par exemple vous êtes nombreux à vouloir prendre cette même position, et que tu es vraiment dans un besoin, ne montre pas que tu es dans le besoin, dis par exemple que bon, l'expérience vaut mieux que l'argent. Parfois il y a des moments comme ça, tu as juste besoin de l'expérience pour pour plus tard postuler à d'autres choses meilleures. Donc parfois il y aura un temps où tu devras voir où, si tu es en avantage. Si tu es en avantage, n'hésite pas à pousser un peu plus parce que plus tard, ce sera difficile de pouvoir pousser pour plus de bénéfices et tout ça là, plus d'avantages, pardon. Si tu es dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui sont dedans et que tu as vraiment besoin d'entrer dans la compagnie en question, bien tu es vraiment dans un besoin, le salaire n'est pas forcément ce que tu veux en tant que tel. Parfois, prends ça pour l'expérience. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que ce que j'ai dit a un sens ou s'applique à d'autres personnes ou ailleurs, je ne sais pas. Mais je crois quand même que c'est en général ce qui se passe. Donc, de bouche à oreille, renseignez-vous quand vous cherchez le boulot. Et dans les CV, ne soyez pas trop long. Ne soyez pas trop long. Même la lettre de motivation ne devrait pas être si longue que ça. Réellement, j'ai remarqué que rarement ils lisent des lettres de motivation. J'ai vu